Merci beaucoup et bienvenue dans notre nouveau numéro du Carrefour de Jeunes pour la Paix. Les programmes du Carrefour Jeunes, donc Carrefour de Jeunes pour la Paix, un programme hebdomadaire de Youth for Peace DRC qui est un cadre d'échange de jeunes que nous réunissons ici chaque conseil. Aujourd'hui, nous allons réfléchir brièvement sur les thèmes de comment on doit construire en se construisant soi-même pour une paix durable dans l'Est de la RDC. Parce qu'il est vrai que peut-être nous faisons pour les autres sans faire pour nous. Et aujourd'hui, on voudrait aussi faire comment je dois faire ce que je fais, mais amener aussi, et à ce que je fais, ça aide les autres à pouvoir s'épanouir et à pouvoir aussi participer à l'avènement de cette paix que nous prônons tous. Sans plus tarder, je vais accorder la parole à l'intervenant du jour qui est déjà avec nous. Nous lui souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Je suis Innocent Assoumani Muganza. Je suis professionnel de paix et réconciliation. J'ai un diplôme de licence en paix et développement, mais aussi un diplôme de maîtrise en paix et réconciliation. Je me suis spécialisé en matière de prévention du génocide et autres atrocités criminelles de masse. Et nous avons eu le privilège de venir partager ces sujets que nous avons formulés de cette manière, construire en se construisant pour la paix à l'est de la RDC. Chers collègues artisans de paix, ce sujet pour moi a été considéré comme un sujet interpellateur. Vous savez que le domaine de paix est un domaine très vaste. C'est un domaine qui est transversal. Et cela étant, tout le monde prétend faire la paix à sa manière. Ce qui fait qu'il y a des paradoxes, il y a des controverses, il y a des discussions sans issue dans l'œuvre de la paix. Je voudrais ici qu'on parle d'une petite introduction, qu'on comprenne ensemble ce que c'est acteur et sa construction. Ensuite, la construction de la paix durable. Là, nous parlerons de l'origine, la définition et les avantages. Ensuite, nous parlerons des défis. Et c'est nous tous qui allons essayer d'identifier les défis. Ce sont des défis liés à la construction de la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous allons aborder les points sur que faire pour relever les défis liés à la construction de la paix durable à l'est de la RDC. Et nous chuterons sur la conclusion en disant que retenir de ce thème. Alors, ceci dit, nous pouvons déjà entamer ou aborder notre thème du jour. Mais il y a une question. Pourquoi à l'est de la RDC? Vous allez comprendre qu'il y a des petites notions qui parfois nous échappent dans les détails. Je voudrais d'abord qu'on commence par là, bien que le débat viendra après, mais qu'on connaisse l'Est, c'est quoi? Parce que quelqu'un d'autre pourrait diviser le Congo en deux. Il a l'Est et l'Ouest, comme quand vous êtes du sud Kivu, vous arrivez à Kinshasa, on dit que celui-là, il est de l'Est.
si nous tenons compte du méridien, nous dirons, comme nous sommes séparés d'une heure, ceux de l'Est et de l'Ouest, ça veut dire que tout le bloc qui est à l'Est égale Est. Donc toutes les provinces, c'est ça l'Est. Mais dans le domaine aussi de paix, nous allons nous dire non, non, mais nous devons avoir une attention quelque part. Est-ce que nous allons disperser le regard ou nous allons nous orienter sur un point donné, une zone quelconque? Alors, déjà, ensemble, comprenons d'abord qu'est-ce que l'Est par rapport à notre thématique. Bien, vous saurez que l'Est, si nous cherchons à voir les provinces qui bordent le Congo du côté Est, nous aurons 6 provinces. Haut-Ouélé, il y a Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, nous avons Tanganyika et nous avons la province du Haut-Katanga. Est-ce que toutes les 6 nous intéressent directement? Nous allons dire, mais il y a là où il y a quand même la paix, la paix apparente, bien que fragile, mais il y en a encore. Mais il y a là où il y a des violences, il y a un climat d'hostilité à tel point que on considère qu'il y a l'urgence imposée. Et donc, là, nous aurons un regard, disons, double regard, dans les provinces où c'est chaud, là où il y a des violences de manière permanente, et il y a aussi là où nous supposons que nous pouvons tout le temps assister à un rebondissement des atrocités, mais quand même, il y a encore de la paix. Et ici, nous avons par exemple Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, là, il y a de vives tensions. Les autres sont là, peuvent subir à tout moment l'influence de ces 3 qui sont au centre, donc au centre-est. Donc voilà un peu pourquoi nous pensons plus à l'Est avec tout ce qu'il y a comme défi que nous allons partager un peu après. Alors, c'est quoi le contexte de l'Est? Quelqu'un qui parle de l'Est, il voit une zone où il y a la circulation des rumeurs, il y a des informations qui sont en tout cas démoralisantes. Parce que quelqu'un qui vit par exemple en Europe ou c'est pas dans un autre continent, lorsqu'on lui parle de l'Est du pays, de la RDC, lui, il pense qu'il n'y a personne qui y habite. Il pense qu'en atterrissant, il va juste piétiner les corps des gens, les corps sans vie. Donc on pense que c'est un milieu infernal où il n'y a pas de possibilité de vivre. Et donc, aussi, c'est une zone où existe la permanence de violence en certains endroits, mais aussi une paix fragile dans d'autres. C'est une zone où il y a la culture de la haine et la commission de violences, comme nous l'avons dit, par certains individus, certains groupes, certaines communautés. C'est également une zone où il s'exprime la nécessité de réhabiliter les communautés multiculturelles dans une vie socialement stable. C'est également une zone où il y a la porosité des frontières. Évidemment, presque partout ailleurs, quand nous voyons notre pays avec ses 9 voisins, partout, il y a presque la même situation, mais à l'Est, c'est encore plus croissant. Alors, cette porosité des frontières a comme conséquence la corruption institutionnalisée qui favorise les réseaux mafieux, les infiltrations des ennemis et la pérennisation du climat d'insécurité. C'est également une zone où la délinquance juvénile et la dépravation des mœurs sont observées. Cette zone comprend également une culture de suspicion, de haine, de préjugés, de méfiance, de division des habitants. Donc les peuples de l'Est ont des caractéristiques qui sont beaucoup plus favorables à un comportement belliqueux. Parce que les gens sont prédisposés déjà de par tout ce qui se passe comme éducation. Je voudrais parler des histoires haineuses qu'on véhicule
les parents véhiculent, ce n'est pas les jeunes véhiculent, les femmes véhiculent. Et finalement, nous sommes en train de tourner en rond. La paix fragile, la sécurité est volatile. On ne sait pas véritablement comprendre si nous sommes dans quel type de paix. Alors, parlons maintenant de l'acteur et sa construction. Mais l'acteur, c'est qui? C'est tout le monde. C'est moi, c'est lui, c'est vous. Tout le monde qui est épris de paix. Tout le monde qui se sent appelé à aider les autres, à sauver des vies. Parce que la question de la paix, c'est la question de chercher à stabiliser les conditions de vie. Chercher à stabiliser les gens qui se sentent être abandonnés, meurtris par les événements. Et donc, tout ce que nous pouvons poser comme acte ou intervention, mais nous serons considérés comme des acteurs de la construction de la paix. Maintenant, pourquoi nous former? C'est important de nous former, n'est-ce pas? Ah oui, parce que le terrain est tellement glissant, est tellement sensible. Il y a des gens qui sont véreux, des gens qu'on ne sait pas maîtriser, qui ont des intérêts cachés, ils n'ont jamais exprimé véritablement leurs intérêts. Et lorsque on voudrait affronter des gens comme ça, on voudrait aider des gens comme ça, dont on ne connaît pas véritablement les perceptions profondes, on doit être muni des stratégies, des moyens, des connaissances, des aptitudes pour pouvoir apporter sa contribution et espérer changer quelque chose dans la vie sociale. C'est ainsi que nous devons donc accepter de nous faire, c'est pas aider, nous devons accepter notre auto-formation parce que nous avons un travail consistant, un travail de titan, un travail qui nécessite une bonne charge pour que nous puissions aider la communauté. Mais aussi, nous devons nous placer nous-mêmes au centre de notre propre formation. Vous savez, quelqu'un, il peut être formé et il ne comprend pas pourquoi il s'est fait former. Lorsqu'on ne connaît pas ce qu'on voudrait faire, souvent on n'aboutit pas, parce qu'on va se désengager. C'est ainsi donc qu'Antonio Guterres, il essaie un peu de dire quelque chose. Il montre que dans le monde, c'est plein de gens qui sont des reporters de guerre, mais ne sont pas des reporters de la paix. Tout simplement parce que nous avons vécu ici à l'Est, nous sommes témoins. Lorsqu'il y a eu des violences, l'histoire ou les événements s'est raconté partout, que ce soit en famille, que ce soit dans les bus, que ce soit en milieu de travail, que ce soit à l'église, tout le monde parlait de violence. Tout le monde était prêt, uni par le même sort, à pouvoir se ranger et lui aussi poser un acte, bon ou mauvais, mais il s'est dit, nous y allons. Chaque fois, nous sommes surpris parce que quand il y a accalmie, nous nous disons, ok, c'est fini, c'est passé. Et on ne réfléchit plus, on est encore dans le même cycle. Et la conséquence, c'est quoi? Toujours distrait, toujours surpris. Et ça, nous croyons que nous devons mettre fin à cela et s'occuper de la paix, que ce soit pendant la période de l'accalmie ou pendant la période des hostilités. Il y a une manière de se construire. La construction de la paix, l'autoconstruction ou l'auto-formation ou l'auto-édification peut se faire de plusieurs manières.
il n'y a pas une méthodologie qui est modèle. Tout le monde peut se former à sa manière, par des conférences, par la lecture, par des échanges, par des entretiens. On peut toujours se former. Mais nous avons retenu quelques éléments qui peuvent nous aider à nous former. Et ces éléments se retrouveront, vous allez constater que chaque fois que nous sommes dans un processus de notre propre formation, d'éléments nécessaires qui sera impliqué dans le processus. Et donc nous avons l'identification et la circonscription de nos intérêts. Nous devons avoir un intérêt à notre propre formation. Lorsque nous n'en avons pas, on n'ira nulle part. Et l'intérêt ici, ce n'est pas pécuniaire. Ce n'est pas que j'attends quelque chose en contrepartie. L'intérêt, c'est la volonté. C'est cette motivation profonde sous forme de vocation qui nous poussera à aller vers les autres. Je me dis non, je voudrais être au service des autres qui souffrent. Je voudrais aider les gens qui n'ont pas de défenseurs. Et je me mets à comprendre comment ça se passe et c'est le début de la formation. Il y a aussi la reconnaissance et la mesure des forces et des faiblesses. Souvent les gens essayent un peu de négliger la force, disons, leurs forces et leurs faiblesses. C'est important. C'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. Nous devons être en mesure de nous connaître nous-mêmes, sans lesquels nous serons nous-mêmes en train de condamner les autres, nous serons en train de juger les autres qui sont mauvais à notre égard, alors que il n'y a rien du tout. Je donne un exemple. Quelqu'un est mince. Quand il se place devant le miroir, il voit qu'il est mince. Mais lorsqu'il sort dehors, quelqu'un d'autre lui rappelle qu'il est mince, ça devient un conflit. Mais pourquoi tu me dis que je suis mince? C'est une insulte, injure publique. Et il est capable de saisir les instances judiciaires. Le procès commence. Donc voilà un peu le problème. Et il restera dans sa complexité, alors que s'il comprenait ce qu'il est exactement, il n'allait pas trouver que c'était un problème. Il y a également, puisque nous sommes en train de parler de forces et de faiblesses, les forces sont donc toutes les capacités qu'on a. Ça peut être moral, intellectuel, physique, économique, social, que l'on peut mettre à profit pour pouvoir être plus efficace et plus dissuasif. On dira que vous avez des forces, mais parce que vous faites entourer de facultés, de capacités, qui feront de vous quelqu'un qu'on se dise, bon, il ne faut pas blaguer avec lui. Hein. Sur le plan intellectuel, non, il connaît. Hein. Mais c'est parce qu'on voit ce que vous avez en termes de connaissances. Pour les États, par exemple, on dit, bon, ça c'était un État puissant, parce que c'était un État, effectivement, qui a soit un armement très sophistiqué, on dit que son armement est dissuasif. Soit l'économie. Quand nous comparons les budgets nationaux dans tel pays et tel autre pays, on sait vite se placer ou se positionner. On sait que non, l'autre est puissant que nous. Donc voilà un peu ce qui est des forces. Mais ce qui est des faiblesses, c'est maintenant les manques. Lorsqu'on manque quelque chose pour être plus efficace ou dissuasif, là on dit qu'on est faible à ce niveau-là. Alors, il y a aussi le fait de participer activement à sa formation. C'est un autre élément.
on doit être capable de participer à notre propre formation, et cela activement. Ça veut dire nous devons être résilients, nous devons être assidus, et ça va faire en sorte que nous ne puissions pas perdre quelque chose dans le processus, et au finish, nous serons en mesure d'avoir des changements dans nos aptitudes et capacités. Nous devons être capables de saisir et rentabiliser les opportunités. Vous savez qu'il y a beaucoup d'opportunités qui passent. Et lorsque nous pensons que tout est routine, nous laissons passer. Et comme j'ai dit encore au début, nous finissons par être surpris par des situations, par des événements. Alors que quelqu'un d'autre qui est attentif, il sait suivre de près toutes les situations, tous les événements, même les entretiens, tous les contacts que nous avons, nous devons être en mesure de les saisir en termes d'opportunités. Nous devons être en mesure de rentabiliser tous nos contacts. Nous avons échangé avec quelqu'un, nous devons être capables de dire, voilà, de cet entretien, j'ai retenu quelque chose. Quel avantage nous tirons de nos rencontres? Parce qu'il y a d'autres qui somnolent, qui détournent le regard ailleurs pour montrer que non, ce n'est pas intéressant. Donc voilà aussi comment nous perdons nos opportunités. Nous devons être aussi en mesure d'évaluer nos efforts. L'évaluation des efforts, ça peut être des activités, tout ce que nous réalisons comme projet. Nous devons être en mesure de nous évaluer. Encore une fois, à partir de l'évaluation, nous saurons quelles sont nos forces, nos faiblesses. Est-ce que nous avons réussi ou échoué? Et comme les sportifs disent qu'il existe 3 résultats dans une compétition, ils disent soit, vous savez, victoire, défaite, et puis nul. Pour notre cas ici, lorsque nous sommes en train de suivre une formation donnée, ou nous sommes en train d'exécuter une activité ou un projet, nous pouvons aussi arriver à ces 3 probabilités. Donc l'une de ces 3 probabilités. Nous pouvons atteindre le succès. Nous pouvons échouer. On n'a pas atteint l'objectif. Merci pour la présentation. Je vais